des raisons techniques, donc le début de ces journées. Je vais d'abord donner la parole à Manuel de Souza. Bonjour à toutes et à tous. Je vais être très rapide. C'est en tant que directeur de la structure fédérative de recherche ALICE. Donc, je suis heureux de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue à Saint-Étienne donc, pour ces journées d'études paysages ruraux 2. Alors, cette structure fédérative de recherche, donc ALICE, ça signifie approche littéraire, linguistique et historique des sources. Alors, je suis très heureux donc de cette ouverture des deuxièmes journées d'études donc sur les paysages ruraux. Je remercie Sarah Réau et Giovanni Stranieri qui se sont chargés donc de l'organisation de ces journées. J'ajoute quelques remerciements institutionnels. Donc, je remercie l'équipe de ALL, du secrétariat recherche, particulièrement Myriam Chanudet, donc qui a travaillé également à l'organisation matérielle, le laboratoire EVS ISM, donc qui également s'est associé donc à cette manifestation scientifique, ainsi que le laboratoire ISOMA qui apporte aussi une contribution. Alors, le projet de Sarah Réau et Giovanni Stranieri est en fait un triptyque donc, sur les paysages ruraux comme objet d'étude et également source. L'an passé, pardon, d'accord. Donc, l'an passé, j'ai le Larsen. Donc, l'an passé, une première session s'est tenue. Première session très réussie, malgré les conditions sanitaires donc, qui étaient encore présentes, avec un certain nombre de limitations, ce qui n'est pas le cas, donc, bien sûr, cette année. C'était sur le thème de l'utilisation du sol. Et l'an prochain, les journées d'études, puisque nous aurons le 3e volet, portera sur la représentation des paysages. Cette année, donc, c'est le thème de l'organisation de l'espace rural, donc qui structure le riche programme que nous avons donc sous les yeux grâce au flyer de ces journées. Donc, je remercie les collègues donc qui participent à ces journées et particulièrement Gérard Chouker, donc qui nous fait l'honneur de nous éclairer sur ces questions. La SFR ALICE, et je termine en 2 minutes, donc est une petite structure avec des moyens limités, mais elle est heureuse de poursuivre ses recherches grâce au dynamisme de ses membres et dans un esprit de réflexion transdisciplinaire sur les sources. Depuis 2018, un programme d'intégration volontariste des sources matérielles, donc aux réflexions d'ALICE, a été mis en route. Il s'appelle Des cailloux sous la langue. Et je suis heureux donc que ce programme se concrétise. À la fois, vous le verrez peut-être pendant ces 2 journées, on a eu l'édition donc du dernier cahier d'ALICE qui porte sur voies d'outre-tombe, espace et objets funéraires comme source. Et d'autre part, on a ces journées d'études depuis l'an dernier qui se répètent donc pendant 3 ans sur les paysages ruraux et qui me semble donc montrer donc toute la richesse de cette réflexion sur les sources dites matérielles. Et je pourrais dire donc que c'est en Démosthène joyeux que je m'apprête donc à suivre ces travaux, vos travaux, que je vous souhaite très enrichissants. Je vous remercie. Merci Manuel donc de ton intervention, de ton introduction et de, et de la participation d'ALICE à ces journées d'études. À ALICE, donc tu l'as dit, se sont greffées des équipes qui comprennent plus on va dire, de géographes, environnement, ville, société au sein d'ISM, des équipes sur l'histoire et sources des mondes antiques par ISOMA. Il y a une petite aide aussi du CERCOR, Centre de recherche sur les communautés et ordres religieux. Bref, pourquoi je rappelle ceci? Puisque cette diversité
de prenant part à ces colloques, en fait, est à l'image de la diversité des réflexions que nous espérons lors de ces 2 journées d'études et à l'image de la diversité des personnes qui ont bien voulu nous faire part de leur communication. Donc, des journées qui s'ouvrent sous le signe de la pluralité, pluralité disciplinaire. On accueille des historiens, des archéologues, un sociologue, un géographe, un artiste, un murailler, un agent patrimonial. Nous avons cherché à inviter des spécialistes d'histoire du droit, malheureusement sans succès. Voilà. Donc, pluralité disciplinaire, pluralité temporelle, puisque nous avons une approche complètement diachronique, hein, et non seulement nous aurons à entendre des approches sur les paysages ruraux des 4 périodes historiographiques, mais aussi à porter nos réflexions sur des formes d'organisation actuelles et à plusieurs reprises à relier des structures anciennes aux structures présentes encore dans les paysages et sur nos territoires. Pluralité de lieux, pluralité d'échelles d'analyse. C'est une géographe qui parle, un regard essentiel aussi que l'on peut raccrocher à toutes vos démarches. Les interventions qui ont été proposées concernent majoritairement des paysages ruraux français, paysages de la partie septentrionale de la France avec une petite surreprésentation de la Bretagne, paysages du centre montagneux de la France, Velay, Pilat, Massif du Sancy, paysages du sud-est dans la Drôme. Hors la France, nous aborderons des contextes méditerranéens et d'Afrique subsaharienne et nous aurons aussi la chance d'écouter une présentation sur un projet de recherche appliqué aux paysages agraires dans le monde. Voilà, donc une pluralité de lieux, une pluralité d'échelles d'analyse. Et pour terminer sur ces pluralités, je rajouterai pluralité d'expérience, puisque les interventions qui ont été proposées permettent d'envisager des dialectiques entre des jeunes chercheurs et des chercheurs émérites, entre des acteurs modeleurs des paysages, hein, voilà, et des auteurs simplement liseurs du passé paysager et du paysage actuel. Et donc, c'est une approche qui enrichira particulièrement nos débats et nos journées. Par ailleurs, nous avons cherché, voilà, et merci à eux aussi, à ce qu'un maximum d'étudiants, historiens, géographes de la licence au master puissent assister à ces journées. De ces pluralités, nous espérons bien sûr engendrer des regards et des réflexions transversales et diachroniques. Transversalité, diachronie, en quelque sorte contraint par l'immensité de la source à partir de laquelle nous bâtissons nos échanges, hein, le paysage. Voilà. Donc, Manuel l'a dit, les réflexions de ces secondes journées d'études consacrées aux paysages ruraux s'articulent autour de l'organisation de l'espace. Nos travaux se concentrent aujourd'hui donc sur ces formes d'organisation et de l'appropriation de l'espace. Nous aurons à prendre en compte les marqueurs de ces formes d'appropriation de l'espace, les limites, les marges, les lisières territoriales, des frontières aux clôtures, des aménagements défensifs aux structures funéraires, cultuelles. Les structures organisationnelles témoignant plus ou moins visuellement de l'organisation des territoires, nous évoquerons les réseaux d'habitat et de communication, les parcellaires, les rapports entre terroirs cultivés et incultum. Ces dimensions sont abordées en relation avec les cadres juridiques et institutionnels, hein, et la sphère politique et sociologique. Alors, les propositions de communication que les intervenants ont faites nous ont permis de bâtir 4 axes de réflexion qui s'organisent en sessions plus ou moins calquées aux demi-journées en fonction des contraintes de temps, hein, et des contraintes de chacun. Donc, 4 axes de réflexion. Nous commencerons par l'axe « Les paysages ruraux dans les contraintes et les marges juridiques ». Cet après-midi, nous travaillerons sur l'axe fossilisation, disparition, émancipation des structures préexistantes. À partir de la fin de l'après-midi, nous travaillerons sur les limites des paysages ruraux et nous terminerons demain après-midi sur un axe entre contraintes technico-économiques, mésologiques et
patrimoniale. 4 axes de réflexion non exclusifs et bien entendu, une grande partie, voire chacune de vos approches aurait pu être transposée dans une session proche. Voilà, c'est nos débats qui vont permettre d'atténuer ces éventuelles incohérences. Alors, voilà, Manuel a remercié les intervenants. Je me permets de les remercier aussi au nom de Giovanni et moi-même. Nous sommes honorés de la présence de Gérard Schucker, à qui nous avons proposé d'ouvrir et de fermer ces 2 journées d'études. Voilà, outre votre immense expérience, Gérard Schucker, vos travaux sont un hymne à la transversalité disciplinaire et chronologique, voilà, qui nous a paru intéressant d'aborder dès le début de nos journées. Et pour terminer, puisque Gérard Schucker, vous nous avez proposé de présenter votre dernier ouvrage, Code de droit agraire romain, référent antique pour le pluralisme et les anciens régimes fonciers. Voilà, cet ouvrage, nous aurons un moment en pause pré-conclusive demain après-midi dans ce que nous avons appelé un goûter géohistorique qui en a fait saliver plus d'un. Alors, c'est peut-être une approche biaisée de votre part. On a simplement détourné les classiques cafés géographiques en goûter géohistorique, étant donné d'une part l'heure, d'autre part l'aspect pluridisciplinaire. Voilà, et donc nous allons voilà, peut-être plus utiliser le terme de goûter comme une métaphore comment dire, d'un goûter, d'une ouverture intellectuelle plus que, voilà, gastronomique. Voilà, j'en terminerai là-dessus. Donc, nous allons commencer nos travaux. Gérard, si vous voulez. Oui, d'accord. Vous me mettez en route, je vais avoir un page. D'accord. Mais je vous en prie, vous êtes parler. Alors. C'est qui celui-là? Co-organisateur. Ok. Oui, tout va bien. J'appuie donc ici sur le. Alors, voilà, c'est oui. Désolé, là, c'est un peu embêtant parce qu'on nous a mis à départ. Et le micro, oui, sinon, peut-être le micro va être là. C'est la chose. Si vous utilisez celui-là, on a la distance. D'accord. Voilà, donc, à mon tour de vous dire bienvenue et honoré de vous voir tous ici ce matin. La session 1, donc, la session 1, elle elle nous invite à réfléchir à la relation droit et paysage. Il s'agit de aller chercher les sources des cadres juridiques qui régissent l'organisation et l'appropriation de l'espace. Il s'agit aussi de questionner, du moins, de chercher à repérer les objets, les structures matérielles qui identifient, marquent le statut de la Terre à plusieurs échelles et suivant les époques et suivant d'ailleurs même les régions. C'est ce que nous allons voir avec les 3 conférences qui suivent. Il s'agit bien sûr on le verra tout de suite, j'imagine, d'abord de creuser la connaissance du droit lui-même, des droits qui se succèdent, qui se transforment, qui mutent sur au moins une vingtaine de siècles, si on veut démarrer avec l'Antiquité. Et cela soulève aussi la question ou disons le désir, souvent dans la littérature, dans la bibliographie, l'attente d'établir, quand c'est possible, des typologies,
de marqueurs du statut de la terre qui soient corroborés, disons, qui soient corroborés à partir des sources ou à partir des études archéologiques, sans tomber dans ce que Gérard Schucker lui-même a appelé il y a des années les collecteurs hypertrophiés qui, du coup, ont semé souvent la confusion ou, disons, ont créé des types fixistes et dogmatiques que Gérard Schucker s'est employé le premier, sans doute, ou en tout cas beaucoup, à démonter. Donc, nous allons écouter Gérard Schucker pour commencer son intervention au titre « À l'articulation entre droit et paysage, la polyterritorialité ». Suivra alors la communication d'Isabelle Guégan qui, pour des raisons de santé, donc elle s'excuse, elle ne sera pas présente, mais la communication sera lue par Brice Rabot. Et Brice Rabot se prêtera généreusement et dans les limites, évidemment, de ses possibilités à répondre à d'éventuelles questions. Et finalement, donc, un troisième, Samuel Le Turc, pardon, le titre d'Isabelle Guégan, le domaine congéable, système contraignant de fabrication du paysage, mythe ou réalité. État de la question en Cornouailles au XVIIIe siècle. Et donc, Samuel Le Turc, le champ ouvert, la respublica des intérêts particuliers dans les sociétés pré-industrielles occidentales. Voilà, je laisse la parole à Gérard Schucker. Eh bien, merci beaucoup aux organisateurs, à Manuel de Souza et aux organisateurs de leur invitation pour cette journée sur les paysages ruraux. Je vais parler donc de la polyterritorialité entre droit et paysage. Et pour être plus précis, ça sera entre droit et paysage, mais aussi entre droit et territoire. L'articulation du droit et de la géographie est une voie que j'estime prometteuse de la recherche. S'il est tout à fait légitime de se poser des questions du genre quel est le système de droit en vigueur dans tel ou tel pays, quel est le régime juridique qui structure les rapports d'appropriation, quelles sont les formes de la propriété dans tel ou tel lieu. Une autre question tout aussi intéressante et malheureusement souvent beaucoup moins présente dans le questionnaire des chercheurs est celle qui consiste à se demander quel territoire les droits fonciers construisent-ils. Autrement dit, d'inverser un petit peu la démarche et de se demander qu'est-ce que le droit fait au territoire ou fait au paysage. Et à l'inverse d'une lecture moniste, c'est-à-dire universelle et unificatrice de la propriété, encouragée par la tradition du droit romain, par le droit moderne, l'historien, mais aussi le sociologue, le politiste, le géographe, l'anthropologue, ont tout intérêt à accepter la réalité plurielle des droits, le pluralisme. Car même dans un pays comme la France, je terminerai par ça tout à l'heure. Car même dans un pays comme la France, où nous passons pour avoir un droit uniforme de la propriété depuis l'expression que le Code civil de 1804 nous en donne, eh bien, nous sommes entourés d'exceptions, d'immunités, de protections, de zonages, des zonages légaux, des zonages illégaux, pensez aux zones à défendre, et toutes ces choses-là font de nos espaces des lieux de polyterritorialité des droits. C'est alors que la carte est au moins aussi efficace pour en parler que le texte. Cela change beaucoup de choses et ça pose de redoutables questions sur le sens des évolutions que nous sommes en train de vivre. Je vous propose donc un double regard, l'un qui sera attentif à ce que peut nous apprendre l'Antiquité romaine, et l'autre à l'expression de la polyterritorialité actuellement dans un pays comme la France, où je vais vous faire la démonstration que sous l'apparence de l'uniformité du droit de propriété, l'article 544 du Code civil, vous allez découvrir de multiples entorses à ce droit de propriété qui donne de la France actuelle, à travers ses paysages et ses territoires, un visage beaucoup plus polymorphe, beaucoup plus différencié, diversifié que ce que l'on pourrait penser. Venons-en donc aux leçons de l'Antiquité, première partie de ma présentation.
on peut dire que l'analyse des paysages ruraux a beaucoup produit et beaucoup progressé. Je passe le passage de comment dire de compte rendu qu'il faut toujours faire comment dire en hommage à tous ceux qui travaillent sur le sujet. Ça figurera dans une note de bas de page dans le texte de publication. Mais là, nous avançons sur le fond. Il y a énormément de travaux passionnants qui se conduisent actuellement sur les campagnes de la Gaule romaine et de très nombreuses régions sont devenues de véritables laboratoires de la recherche. Mais justement, dans toutes ces régions, le finage d'Aulois, la littoraria dans le Montpelliérais, les sommets vosgiens, je sais pas quoi, la plaine de Caen, bref, il y en a partout, la Vendée, etc. Et dans toutes ces régions, tout le monde maintenant a compris qu'il y a une telle diversité qu'il serait vraiment étonnant que la diversité que les chercheurs observent et mettent en évidence ne se traduise pas dans le droit par des différences. Vraiment, devant une telle diversité d'occupation du sol, des régions où il y a des villas romaines, des régions où il n'y en a pas, par exemple, faudrait-il que partout, malgré cette diversité, le droit soit rigoureusement le même? Rien que sur le simple plan de la logique, ça pose problème. Donc moi, ça m'a vraiment posé un problème et ça fait maintenant 10 ou 20 ans que je travaille à fond sur cette question. Quels peuvent être les droits en présence qui font qu'on va pouvoir rendre compte par le droit de la même diversité que les archéologues, les historiens, les géographes, les paléogéographes, etc., ou archéogéographes sont en train de faire surgir par leurs propres analyses. Ajoutons qu'on pourrait faire exactement la même démonstration pour le Haut Moyen-Âge, voire les anciens régimes, et tout cela est plutôt intéressant. Alors, on va situer le propos directement dans le concret. J'ai résumé, par exemple, sur un bloc diagramme fictif. C'est une situation qui ne correspond pas à une situation historique réelle, c'est vraiment un bloc diagramme de modélisation, mais j'ai résumé ici les 7 possibilités pour un citoyen romain d'être propriétaire ou possesseur ou autre dans une province de l'Empire romain, par exemple au 1er ou au début du 2e siècle. Je ne vais pas entrer dans le détail du commentaire de tous les points, parce qu'à ce moment-là, je vous ferai un cours de droit agraire romain et ça serait changer de sujet, mais retenez de cette image qu'il y a des cas où le citoyen romain, je parle du citoyen romain, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui a la plénitude des droits que Rome accorde aux meilleurs d'entre elles. Il faut savoir qu'un citoyen romain peut être propriétaire ou ne pas l'être dans certaines portions du territoire d'une province. Il peut être possesseur ou pas, il peut avoir un contrat de gestion des terres publiques, il peut avoir des modes d'accès extrêmement divers, ce qui fait que je peux nommer, vous voyez, je peux nommer au minimum 7 formes différentes pour un citoyen romain d'être propriétaire, possesseur de terres dans une province. Et je ne parle dans ce bloc diagramme que du cas du citoyen romain de plein droit. Imaginez que je fasse, mais je n'en ai pas les moyens parce que l'information est beaucoup plus lacunaire, imaginez que je puisse faire le même bloc diagramme pour un pèlerin. Que je puisse le faire pour le pèlerin d'une cité fédérée à Rome, ou que je puisse le faire pour un pèlerin d'une cité flétrie par Rome, une cité stipendiaire, par exemple, je n'obtiendrai pas les mêmes résultats parce que les droits ne sont pas les mêmes. Donc, vous voyez, comme on pouvait logiquement s'y attendre, les formes de la propriété ou de l'appropriation, pour être plus général, à Rome, sont obligatoirement diverses. Ce qui fait que quand vous lisez dans un manuel, je ne le reproche à personne, hein, c'est l'état de l'art. Mais quand vous lisez dans un manuel d'histoire du droit ou d'histoire d'un historien que la forme de la propriété dans le monde romain, c'est le dominium ex jure curritium, eh bien, vous ne faites allusion qu'à une forme dans un cas de figure précis. Et donc, vous traitez d'une quantité infinitésimale de territoire, puisque vous ne traitez que d'une forme qui s'applique à un cas bien spécifique. Alors,
cette situation, on aurait pu en prendre conscience finalement un peu plus tôt. Par exemple, on s'est aperçu que pour l'Antiquité romaine, pour l'histoire romaine, on ne possède qu'un seul texte de loi agraire. C'est la loi de 111 avant Jésus-Christ, qui est une loi fort intéressante dont on possède des fragments. Il y a un travail philologique, épigraphique remarquable pour compléter les parties manquantes de la loi, et on dispose aujourd'hui d'un texte à peu près lisible de cette loi de 111 avant Jésus-Christ. Or, qu'est-ce que c'est que cette loi? C'est une loi qui met de l'ordre dans la situation qui a suivi l'échec des Gracques. Les Gracques ont lancé une politique en faveur des citoyens romains pauvres, les plébéiens, ont essayé de fonder des colonies dans lesquelles ils pourraient les installer. Les patriciens romains ont lutté toute force déployée contre les Gracques. Il s'en est suivi des pataquès, passez-moi l'expression qui est simpliste, mais incroyable, puisque pendant que les commissaires des Gracques assignaient des terres à des colons en Italie ou en Afrique ou à Corinthe, le Sénat de Rome prenait des dispositions contraires, ce qui fait qu'il y avait deux situations juridiques qui s'entremêlaient, etc. En lisant la loi de 111, on aurait pu prendre la mesure de la situation. Par exemple, j'ai fait, dans mon code de droit agraire romain, j'ai fait le tableau des formes de la propriété en Italie à la fin du IIe siècle, d'après le texte de la loi de 111, et puis d'après un texte tout aussi intéressant, mais plus court, qui s'appelle la Sententia Minutiorum, qui est un arbitrage dans la région de Gênes pour l'accès à des pâturages publics. Eh bien, rien qu'en prenant ces deux documents, encore une fois, je vous rappelle que c'est la seule loi agraire dont on ait des fragments substantiels. Pour le reste, on a connaissance de loi agraire, mais par l'analystique. C'est parce que Tite-Live, parce que Tacite, parce que Cicéron nous en parle, que l'on connaît des lois agraires. Regardez les discours de Cicéron sur la loi agraire. Il nous parle du projet de loi de Rullus, mais il ne nous donne pas le texte de la loi. Et il faut, à travers le texte de Cicéron, imaginer quel était le projet que Rullus voulait pour assigner des terres aux colons de César. Eh bien, revenons à la loi de 111. Rien que pour l'Italie, j'ai mis en évidence l'existence d'une vingtaine de formes de la propriété, avec des droits différents. Là, telle catégorie de population à qui on va donner des droits, elle a l'usage de ceci, mais elle n'a pas l'usage de cela, elle est limitée ici, elle doit payer ou non le vectigal, c'est-à-dire l'impôt sur les terres publiques, elle doit le passage au troupeau de transhumance ou elle ne le doit pas. Bref, si vous collationnez toutes ces informations de la loi 211, vous aboutissez à des tableaux incroyablement différenciés des formes de l'appropriation en Italie. Et j'ai fait le même tableau dans mon code pour l'Afrique proconsulaire, puisque la loi 211 concerne l'Italie, l'Afrique proconsulaire et Corinthe. Corinthe, le texte est complètement disparu, mais pour l'Afrique et l'Italie, on a des fragments de texte suffisants. On aurait pu prendre également conscience du problème de cette diversité de formes en regardant par exemple l'héritage d'Auguste. Auguste, le grand organisateur qu'il a été, a pris énormément de mesures et grâce à des ouvrages remarquables, je pense notamment à l'Inventaire du monde de Claude Nicollet, qui est un ouvrage absolument fabuleux, on a compris que, grâce à l'analyse lumineuse de Nicollet, on a compris que Auguste et Agrippa ont eu une véritable vision du monde, ont organisé la géographicité, pour prendre un terme moderne, ont organisé donc la perception géographique de l'espace et ont véritablement eu une pensée géographique de l'espace. Bravo. Mais si on glane dans tous les textes de l'Antiquité, on découvre que Auguste est l'auteur de plusieurs lois agraires. Il a pris des lois pour décider quels seraient les droits des colons romains assignés d'accès au compascua fundorum, c'est-à-dire au pâturage commun. Il a pris des lois pour dire quels seraient les biens héréditaires des collectivités. Il a pris des lois dans plein de domaines, y compris des lois sur le bornage, etc. On a quelquefois des bribes dans les textes des agrimensores, des arpenteurs, on a quelquefois des bribes de ces lois, mais en compilant l'information, on s'aperçoit qu'il y a une œuvre agraire qui a disparu, malheureusement, on n'a pas les textes, mais elle a existé.
En elle-même, elle est créatrice de diversité. Les droits d'un colon au compasqua fundorum ne sont pas les mêmes que les droits qu'il a sur son propre lot. Il est propriétaire de son lot, il est possesseur collectivement des compasqua fundorum. C'est pas le même droit. C'est pas du tout les mêmes catégories. Et puis il y a un dernier épisode, c'est un de ceux sur lequel j'ai le plus travaillé avec mon collègue François Favori depuis maintenant une trentaine, une quarantaine d'années. C'est l'importance de la réforme engagée par les Flaviens à l'arrivée du pouvoir de Vespasien, à l'arrivée au pouvoir de Vespasien, lorsque Vespasien lance une gigantesque opération, gigantesque, c'est moi qui la qualifie ainsi, parce que c'est ce que nous donne à voir la documentation, quand il lance une immense, gigantesque opération de révision des terres publiques. Il y avait eu un tel chambardement, de telles magouilles, on est vraiment dans des procédures mafieuses, hein, de telles magouilles pendant la crise de 68-70, entre la mort de Néron et l'arrivée définitive au pouvoir de Vespasien, avec cette valse des empereurs, etc. Il y avait eu de tels trafics sur les terres publiques, de tels clientélismes qu'il y avait il y avait des procès dans tous les tribunaux, c'était le blocage total. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les souverains, Vespasien et son fils Titus, décident de mettre en place une grande opération de révision des contrats de location de terres publiques. C'est pour ça que nous avons, par exemple, les fameux cadastres d'Orange. Vous savez, on conserve à Orange 400 et quelques fragments de 3 grands plans cadastraux, plus des documents annexes, de 3 grands plans cadastraux datant de 77 après Jésus-Christ, et qui sont l'affichage des contrats de la révision des contrats de location des terres publiques donnés à des preneurs, des gens qu'on appelle en termes juridiques des manquipes, des preneurs de contrats de location de terres publiques. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe la chose suivante, c'est que à cette époque, on voit apparaître dans les textes des agrimensores qui nous en parlent, et notamment dans le texte d'un auteur inconnu de l'époque de Domitien, mais son nom nous est inconnu, il ne nous est connu que par le compilateur un peu plus tardif qui en a repris le texte et qui s'appelle Agenius Urbicus. Et voilà pourquoi moi je l'appelle, et nous l'appelons désormais Pseudo-Agenius, puisque c'est la source d'Agenius Urbicus. On voit apparaître quelque chose de fabuleux qui est le droit des successives, jus successivorum. Qu'est-ce que c'est? C'est la concaténation en plusieurs étapes. Ça s'est passé entre Vespasien et Adrien, en gros. C'est la concaténation de toute une série de droits divers portant sur les terres de la guerre extraclusus, sur les terres dites successives, sur les terres dites reliquae, sur les terres, etc., etc. À un moment donné, par jurisprudence en quelque sorte, par une évolution du droit, les gens se disent, c'est trop compliqué, finalement ce sont les mêmes types de terres, on va concaténer tout ça, on va en faire un seul et unique droit, le droit des successives, et ce droit va concerner des portions absolument considérables de terres en Italie et dans les provinces. Le droit des successives, moi, dans mon code, je lui consacre des dizaines et des dizaines de pages, parce qu'il y a énormément d'informations dessus. Eh bien, ouvrez un manuel de droit romain, de droit foncier romain. Allez donc aux pages sur le droit foncier romain, cherchez droit des successives, qui a été l'opération juridique majeure de la fin du 1er et de tout le 2e siècle. Vous n'en trouverez jamais mention. C'est un droit qui est complètement ignoré des juristes. Voilà la source de mon étonnement, et voilà pourquoi j'ai écrit ce pavé. C'est parce qu'à partir d'un certain moment, éclairé par les textes des arpenteurs, qui eux en parlent, je me suis dit, les arpenteurs en parlent, mais ils ne sont pas juristes, sauf un. Mais ils ne sont pas juristes, donc voyons comment les juristes en parlent. Et je me retournais vers les manuels, et je me disais, mais
J'ai la berlue ou quoi? Je n'en vois nulle part trace, même pas dans des notes de bas de page. Oh, vous trouverez bien une vague allusion dans le manuel de Girard, parce que c'est un des meilleurs manuels de droit romain qui ait jamais existé. Mais je peux vous citer des tonnes et des tonnes de manuels scolaires, de manuels universitaires de droit romain qui font complètement l'impasse là-dessus. Donc vous voyez, j'ai pris conscience à ce moment-là qu'il y avait des portions du droit qui échappaient. Et pourquoi elles échappaient? Alors moi, aujourd'hui, j'ai une explication. C'est parce qu'elles mettaient en jeu la pluralité, parce qu'elles mettaient en jeu quelque chose qui était intolérable à des juristes totalement perfusés au droit unitaire civiliste. Ça mettait en jeu une notion d'unité, ça mettait en cause une notion d'unité du droit, le fameux dominium ex jure curritium. Alors, les juristes aujourd'hui sont bien embarrassés. Je me mets à leur place, hein, et là, ils sont héritiers d'une tradition et il faut qu'ils fassent avec. Mais par exemple, ils nous disent, oui, ben, le droit romain, c'est le dominium ex jure curritium. OK. Et vous le voyez apparaître quand? Eh bien, il apparaît, première mention dans les textes, Alphénus Varus, fin du 1er siècle. Cicéron, ce grand avocat, ce grand spécialiste de la chose juridique, ne prononce jamais l'expression dominium ex jure curritium. Il ne connaît pas l'expression. Il ne connaît pas, il connaît le droit, bien entendu, mais il n'éprouve jamais le besoin d'employer cette expression. Voilà donc quelqu'un qui s'est battu pendant toute sa carrière pour défendre des gens qui défendaient ou s'en prenaient à la propriété, etc., et qui jamais n'aurait prononcé l'expression, le nom même du droit de propriété. C'est comme si un avocat aujourd'hui qui serait dans les prétoires ou qui serait écouté par la Cour, le Conseil d'État ou la Cour de cassation, et qui jamais ne prononcerait l'expression article 544 du Code civil. C'est impensable. C'est vous dire que les juristes se sont situés dans une situation d'inconfort puisqu'ils nous ont refusé de voir les réalités, ils ne sont pas allés chercher là où se trouvait l'information et ils ont bâti un droit romain qui est un droit romain de synthèse à partir des codifications tardives, à partir des codifications de la fin de l'époque romaine, et ils ont bâti une codification qui ne correspond pas à la réalité du droit romain de l'époque. Ce qui fait que vous ne pouvez pas vous servir d'un manuel de droit romain en matière foncière pour étudier la région que vous étudiez. Si vous faites de l'archéologie de la Bretagne au 1er siècle, si vous faites l'étude de ceci ou de cela, si vous étudiez le droit des zones militaires des champs d'écumates, etc., etc. Parce que vous ne trouvez pas les éléments qui correspondent à votre propos. Alors, le travail que nous devons faire aujourd'hui, et je vais en terminer là pour la première partie de mon exposé, le travail que nous devons faire aujourd'hui, c'est de comptabiliser, comme cet exemple de schéma sur les plaines de la Saône vous le montre, c'est de comptabiliser les différences. Cherchons toutes les différences. Et une des voies prometteuses de la recherche, c'est la voie rétrospective. C'est par exemple, comme il n'y a pas d'acte de la pratique à l'époque romaine, nous n'en connaissons pas. Nous n'avons pas l'équivalent de ce que les médiévistes possèdent avec les cartulaires, avec les actes notariés, etc., tout ce que l'on appelle les actes de la pratique. Pour l'Antiquité, nous n'en avons pas. Eh bien, comment faire? Eh bien, nous devons prendre d'un côté les textes juridiques, et notamment ceux que je viens de citer, ceux des arpenteurs, et puis nous devons prendre les situations, notamment dès qu'elles commencent à être éclairées, le haut Moyen-Âge pour ça est fondamental, et voir si rétrospectivement nous ne pouvons pas en tirer quelque chose. Et moi, par exemple, sur les plaines de la Saône, qui est mon tout premier terrain de recherche, dans les années 70, ça remonte à loin, donc mon tout premier terrain de recherche, eh bien dans les plaines de la Saône, ça fait 45 ans que je traque à travers les textes du haut Moyen-Âge, que je traque par exemple tous les indices de fisc public, pour voir si je ne pourrais pas en tirer rétrospectivement quelque chose d'intéressant par rapport à la situation antique. Et je procède ensuite par montage, j'essaie de voir si je peux mettre en concordance tel ou tel élément des zones militaires avec un fisc public, etc., etc. Je vous passe le détail parce que c'est très compliqué, mais vous voyez, j'aboutis désormais à des cartes extrêmement polymorphes pour essayer d'échapper à des visions unitaires qui ne correspondent pas. Et aujourd'hui, je tente, c'est tout récent, ça vient de sortir, c'est pour vous, je tente, j'en ferai un article prochainement, je tente, par exemple, dans une région où on connaît très très bien la vallée de l'Ognon, qui est un affluent de rive gauche de la Saône, je tente une caractérisation juridique. Alors, c'est un essai, mais c'est un essai qui a
plus de chances de s'approcher de la réalité que de la vision unitaire que j'ai rappelée et critiquée jusqu'à présent, c'est-à-dire essayer de voir si on n'aurait pas la trace d'un saltus, de domaine privé, de compasqua fundorum, de terre publique, etc., etc. Je passe encore une fois sur les détails. Le but n'est pas de vous faire un exposé sur le détail. Alors, j'aboutis à l'idée que le monde antique est un monde de la variété des types de territoires dans le monde romain. Et ça occupe tout le livre 2 de mon code, c'est-à-dire une bonne centaine de pages et 200 ou 250 articles du code. Excusez-moi de dire ça, ça paraît un peu de la forfanterie, mais c'est aussi révélateur. Dans mon code, il y a 1329 articles. Il y en a à peu près 1 millier qui sont complètement inédits. 1 millier d'articles de droit qui sont complètement inédits. Pour le reste, bon, ce sont des réinterprétations en termes de droit agraire de choses bien connues des juristes. Mais pour 1 millier d'entre eux environ, ça vous donne une idée, ils sont complètement inédits. C'est-à-dire que c'est de la matière neuve qui ne figure pas dans les livres de droit foncier romain. Alors, après, dans mon code, je prends les choses dans l'ordre, et puis type de territoire par type de territoire, je fais la démonstration de cette diversité. Venons-en à la deuxième partie. Alors, on fait un immense saut dans le temps et dans l'espace, puisqu'on va s'intéresser à la France. Mais le but, c'est, par la comparaison, de vous montrer que les problématiques de fond sont les mêmes. Que sous l'apparence de l'unité du droit de propriété, tel qu'on nous l'enseigne dans les manuels, il y a la réalité de la polyterritorialité des droits, qu'il y a le pluralisme des droits. Même en France, nous sommes un territoire de pluralité des droits. Certes, ils n'ont pas voix au chapitre, de la même façon que... ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de dire que l'article 544, etc., et tout l'édifice du Code civil ne serait pas pris en compte par les juristes. Loin de là. Il n'y a qu'à regarder les jurisprudences de la Cour de cassation ou mieux encore du Conseil d'État pour s'apercevoir que très souvent le Code civil l'emporte. Mais de plus en plus, la question du conflit entre les droits émerge. Le conflit entre les droits n'est pas une nouveauté, il a toujours existé. Par exemple, dans un pays comme la France où il y a un domaine public et un domaine privé, dans la mesure où le domaine privé, par exemple, est un domaine borné et délimité alors que le domaine public n'a ni bornage ni délimitation, inévitablement, si vous possédez un terrain dont vous êtes propriétaire à titre privé, mais que vous jouxtez un terrain du domaine public, ça arrive à pas mal de gens en France, eh bien, bonjour les dégâts si jamais vous avez un conflit à mener en justice avec le domaine public. Parce que le domaine public, lui, n'est pas borné. Allez faire reconnaître la responsabilité dans un cas de non-bornage, c'est un cas classique des jurisprudences des cours d'appel et des cours souveraines, mais ça vous donne un exemple de ces situations. Alors la polyterritorialité juridique en France, elle est réelle. Cette carte n'en est qu'un exemple. Par exemple, nous avons des lois tout à fait différentes selon, par exemple, que nous avons des zones protégées au titre des zones Natura 2000, au titre des parcs naturels régionaux et nationaux. Mais vous avez le droit foncier particulier de l'Alsace-Moselle, puisque l'Alsace-Moselle ayant été allemande pendant un certain nombre de décennies, entre 1871 et 1918, eh bien, elle a adopté le code civil allemand, donc elle a adopté le livre foncier, ce qui fait qu'en Alsace-Lorraine, en Alsace-Moselle, pardon, quand vous faites reconnaître une mutation de la propriété, vous n'allez pas avec votre notaire tout simplement au service de la publicité foncière comme en France, comme dans le reste de la France, mais vous allez devant le juge foncier. Et c'est une procédure judiciaire qui vous reconnaît comme propriétaire. C'est complètement différent. Mais vous avez aussi les monuments historiques et leurs abords qui sont complètement dérogatoires du droit naturel. Vous avez les sites naturels remarquables, vous avez les édifices du culte catholique, vous avez les vestiges archéologiques enfouis qui ont une législation spéciale. Vous avez les communaux et les biens sectionnaux, c'est-à-dire les sections communes.
Et puis vous avez, je terminerai là-dessus, le droit dérogatoire des 400 000 exploitations agricoles françaises qui sont à l'intérieur de la France des territoires dérogatoires du droit commun, du droit ordinaire. Ajoutez à cela que le droit de l'environnement est un droit qui a tendance à supplanter tous les autres droits et qui arrive avec ses normes, qui arrive avec des normes internationales, les droits de l'homme, les droits de l'environnement, la reconnaissance de l'air, du sol, de la mer comme des biens communs mondiaux, etc. Vous avez comme ça des interférences de plus en plus nombreuses entre tous ces droits dont je viens de parler, tous ces territoires, et puis le droit ordinaire, le droit de la propriété selon le Code civil. Sans parler du fait que, alors voilà par exemple des sections de communes, dans une commune comme Chanalein en Haute-Loire, vous êtes sur 4 852 hectares que compte la commune, vous avez 1 776 hectares de biens sectionnaux, répartis en 10 sections, qui échappent complètement au contrôle du maire et du conseil municipal, qui sont gérés en tant que tels par la section, avec un budget, etc. Et ça, c'est un reste d'Ancien Régime, c'est un reste de situation d'Ancien Régime, mais ça a une vie dans de nombreux territoires actuels. Sans parler ici, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, sans parler du fait que les zadistes aimeraient bien créer des zones de polyterritorialité, ils aimeraient bien créer des zones, on dit quelquefois des zones de non-droit, on pourrait dire des zones d'autres droits que le droit officiel. Certes, c'est violemment, c'est violemment combattu par le droit officiel, par le pouvoir, mais c'est quand même l'indice d'une pression pour aller vers autre chose que le droit ordinaire. Prenons le cas des monuments historiques. Par exemple, ici, vous avez des périmètres autour des monuments historiques. Au début, le droit des monuments historiques, c'était un droit qui interdisait aux propriétaires d'un monument historique de faire des modifications dans le monument en question parce qu'il était classé. Vous répertoriez à l'inventaire. Aujourd'hui, ça va plus loin. Le droit sur les monuments historiques est un droit de dépossession du propriétaire, puisque le droit dit que si le propriétaire à qui on dit de faire des travaux ne les fait pas, l'État peut se substituer à lui pour les faire à sa place. Qu'est-ce que c'est sinon qu'une expropriation de l'intérieur? Et puis vous avez les périmètres autour du monument historique, soit dans des périmètres géométriques à gauche, soit dans des périmètres révisés, modifiés, droite. Vous avez l'obligation pour tous les gens qui habitent dans le périmètre de respecter certaines règles et de ne pas pouvoir faire exactement ce qu'ils voudraient de leur propriété. S'ils veulent faire des volets verts et que c'est interdit, on le leur interdira. C'est un exemple bien connu. Les édifices religieux sont un exemple absolument fabuleux de ces propriétés. Les communes sont propriétaires, prenons le cas d'une commune rurale, elle est propriétaire de l'église du village depuis les lois de 1905 et 1908 sur la dévolution des édifices du culte catholique. Comme elles sont propriétaires du bâtiment, de l'édifice qu'est l'église, elles ont normalement l'attribut du droit de propriété. Or, le Code civil vous dit que le droit de propriété, c'est le droit d'user, de tirer des fruits du produit, les produits du bien en question, et éventuellement d'en abuser, c'est-à-dire de le vendre, voire même de le raser si on veut le détruire. Or, mettez-vous à la place d'une commune qui est propriétaire en titre d'une église, mais qui doit l'affecter au culte catholique. Elle n'a pas l'usage. Le conseil municipal ne peut pas se tenir dans l'église. Le maire ne peut pas utiliser l'église pour faire une réunion publique. Le maire n'a pas, et le conseil municipal n'ont pas les produits. La quête ne va pas pour réparer le toit de l'église. Elle va au conseil paroissial, à l'évêché, pour les besoins du culte, mais elle ne va pas à la caisse municipale. Et enfin, pas de droit d'abusus, pas de droit de disposer, puisque le maire n'a pas le droit de toucher au bâtiment, il n'a que l'obligation de le réparer si jamais le toit se met à fuir ou si le chauffage marche mal au sein de l'église. Voilà donc un exemple typique, incroyable, de droit de propriété qui a été intégralement vidé de son droit, de toutes les utilités attachées à ce droit. Pourquoi?
En 1905-1908, les juristes de l'époque n'ont-ils pas créé un régime juridique spécial en disant ni public ni privé, régime des biens affectés au culte catholique? Eh bien, ils ne l'ont pas fait parce qu'il ne fallait pas toucher à cette statue, à ce fétiche qui était le droit unitaire de la propriété. Aujourd'hui, ça y est, ça commence à bouger. On commence à se dire, oh, ça pose problème, etc., les définitions du droit, et on commence à aller vers ces inventions de régimes juridiques particuliers qui devraient permettre d'englober des droits. Terminons, et ça sera mon dernier point, terminons avec les 400 000 ou presque exploitations rurales françaises, des exploitations agricoles. Je ne vais pas entrer dans les détails, je donnerai dans le texte tout le détail juridique avec des notes de bas de page, parce que c'est assez intéressant et plutôt mal connu, mais sauf de gens qui seraient issus du milieu agricole et qui connaîtraient ça très bien. Mais ce que vous devez savoir, c'est que pour protéger les exploitations agricoles françaises, objectif parfaitement légitime, hein, c'est une politique publique parfaitement respectable, mais pour protéger les exploitations agricoles françaises, on a développé depuis les années 30 un régime juridique particulier de pure exception au droit commun. Je vous en donne quelques exemples. Eh bien, l'attribution préférentielle. Quand un agriculteur âgé part à la retraite, si dans ses enfants, l'un se déclare repreneur de l'exploitation du père, alors que les frères et sœurs ne sont pas intéressés, eh bien, il a un droit d'attribution préférentielle. Le code rural lui accorde des avantages en termes de succession que n'auront pas ses frères et sœurs. Voilà une belle entorse à l'égalité devant la succession, qui est le principe du code civil. Voilà un exemple de ces droits. On a adopté ensuite le statut du fermage. Vous êtes propriétaire, vous louez votre terre à un agriculteur. Vous passez un bail rural. Jusqu'à l'adoption du statut du fermage en 1946, le droit du Code civil vous donnait un droit assez complet de révocation du preneur. Il n'était que locataire. Si vous respectiez les formes, vous pouviez mettre l'agriculteur dehors pour louer à quelqu'un d'autre. Le statut du fermage en 1946 a complètement verrouillé et a fait en sorte que le fermier, le preneur, le locataire, a finalement plus de droits que le locataire. Ce qui fait par exemple, si le propriétaire décide de le mettre dehors, il peut faire jouer un droit de préemption en disant « j'ai préemption et je reprends vous voulez vendre, par exemple, et vous me mettez dehors parce que vous voulez vendre, j'ai un droit de préemption et je rachète. » Puis les SAFER sont arrivés là-dessus. Les SAFER, leur mission, c'est de créer de l'exception dans le droit rural, parce qu'elles interviennent, elles réglementent, elles régulent, elles achètent pour revendre, etc. Je passe sur les détails aujourd'hui du code rural. Et notamment de tout ce qu'on appelle les systèmes sociétaires dans le droit rural, la création de nombreuses formes sociétaires qui permettent, par des montages savants, les dernières en date sont les SEP, les sociétés d'exploitation plurielles ou quelque chose comme ça, les sociétés en participation, qui permettent de réintroduire la famille dans des gestions familiales. On voit même réapparaître, ça va faire plaisir à Samuel Le Turc, qui lui étudie ça sous l'angle historique, on voit même réapparaître des procédures par des mises en commun, etc., des procédures d'assolement en commun entre des sociétés d'exploitation agricole aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment des choses... vous voyez, il y a une mutation du droit, tout ça dans le même esprit, c'est-à-dire pour essayer de protéger, essayer de déroger à toute une série de droits. Vous avez compris le sens de ma démonstration et je peux donc en venir à ma conclusion, avant de vous remercier. Ma conclusion, c'est qu'aujourd'hui,
nous devons explorer ces pistes du rapprochement entre droit et géographie, entre droit, paysage ou territoire. Par exemple, il y a un courant d'études entre droit et géographie qui est très vivant au Canada et dont nous pouvons prendre de la graine en nous inspirant de ce que font nos collègues chercheurs, géographes et juristes au Canada, où c'est très vif. Et donc, moi, je retiens deux conclusions. La première, c'est que toutes les situations historiques ont connu la polyterritorialité. Il n'y a jamais eu nulle part une époque où le droit de propriété aurait été unitaire. Ça, c'est une fable de juriste qu'il faut complètement mettre à bas. C'est comme les statues de Staline, il faut toutes les mettre par terre. Donc, parce que sinon, on va transporter les fétiches, on va transporter les fétiches pendant longtemps, et on est beaucoup plus embarrassé par ces fétiches que par la réalité. Donc, nous devons aller. Alors après qu'il y ait des appréciations sur les tendances à je ne dis pas, attendez, quand je dis qu'il n'y a jamais eu de situation unitaire, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des tentations vers des situations unitaires. Quand on rédige un code civil comme le code civil de 1804, c'est qu'on a l'envie que le droit devienne unitaire. Mais dans la réalité, on n'y arrive pas. On est obligé d'ouvrir plein de portes. Vous savez, en 1804, dernière parenthèse, et puis après je termine, en 1804, les grands jurisconsultes, les Portalis et autres, les grands jurisconsultes qui ont écrit le droit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont fait comme tout le monde. Quand il y avait un nœud qu'ils n'arrivaient pas à défaire, ils ont soulevé le tapis, ils ont mis la poussière dessus et ils l'ont refermé. Par exemple, ils n'ont pas su traiter les propriétés perpétuelles. Ils avaient peur que ça rappelle l'Ancien Régime. Et donc, hop, sous le tapis. Ils n'ont pas su traiter les usages collectifs des paroisses, des collectivités, des communautés rurales sur les propriétés, y compris les propriétés privées. Ils ont mis tout ça sous le tapis et ils ont dit ce sont les juges des cours qui, dans leur jurisprudence, décideront. Ce qui s'est effectivement produit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez encore en cours de cassation ou en Conseil d'État, vous voyez encore des avocats qui arrivent en disant dans une charte de 1215 ou dans une coutume de 1314, il est dit que. Et les juges disent ah ben oui, on est bien obligé de tenir compte du fait parce que nos collègues Portalis et autres ont traité ça comme des choses dont on ne veut pas voir. Pendant que, vous savez, la réalité de la France du 19e, c'est que pendant que le Conseil d'État faisait du Portalis, les notaires, dans leur étude, faisaient du Balzac. Hein, et donc, naviguaient au mieux, etc., des intérêts de leurs clients. Et donc, la deuxième conclusion, c'est que toutes les situations foncières que l'on étudie, et moi je les étudie dans la durée, et je le dis dans le monde entier, puisque j'ai consacré beaucoup de temps aussi aux situations foncières dans de nombreux pays du monde. Toutes les situations foncières, dès qu'on les étudie un tout petit peu en détail, conduisent toutes vers la même conclusion. Actuellement, il y a malaise, parce que nous sommes coincés entre un héritage. Je le prends pour ce qu'il est, hein. On n'est pas contre les héritages, mais entre un héritage qui veut que tout soit classé entre domaine public et domaine privé, entre régime juridique public et régime juridique privé, alors qu'il y a plein de choses entre les deux qui ne trouvent pas leur place. Or, actuellement, ça réfléchit à tour de bras dans tous les pays du monde pour savoir quel type de régime juridique on pourrait bien inventer pour donner ouverture juridique à des formes d'appropriation qui ne se calent pas très bien dans un régime juridique privé strict ou un régime juridique public strict. Je vous conseille d'aller voir sur Internet, et je terminerai là-dessus, la loi adoptée par la région autonome du Val d'Aoste en Italie le 1er août 2022. Donc, elle a 4-5 mois, cette loi. Vous tapez région du Val d'Aoste, loi sur les consorteries. Loi sur les consorteries, août 2022. Vous aurez le texte italien et français, puisque le Val d'Aoste est bilingue. Vous allez découvrir une loi révolutionnaire. Pour une des premières fois, une entité régionale qui a pouvoir législatif vient de décider de créer un régime juridique propre pour les consorteries, qui sont l'équivalent des sections de communes ou des communaux, et de créer un régime juridique spécial qui ne soit ni public ni privé, et qui
Bonjour les arbitrages, puisque la Vallée d'Aoste est soumise au Code civil italien, puisqu'elle fait partie de l'Italie, mais c'est la Cour de cassation qui tranchera, donc ça sera très intéressant d'observer les conflits de droit qui vont naître. Mais voilà, un exemple de ces choses-là. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. Pour les questions de la salle, l'idéal serait que vous vous approchiez parce que le micro pour qui est à distance est là et il n'y a pas de rallonge possible. Je suis désolé. Des questions? Manuel, tu peux bien, s'il te plaît, il faut vraiment venir là. Donc, Ici. Donc la première, c'est par rapport aux modifications donc, qui ont été faites durant l'histoire romaine. Donc tu as beaucoup insisté sur la période flavienne, Oui. au lendemain de la mort de Néron, mais tu ne parles pas du tout de Dioclétien. Alors qu'on sait qu'il y a, enfin je sais pas, moi j'apprends ça à mes étudiants, mais j'ai peut-être tort, qu'il y a une refonte du cadastre importante sous Dioclétien. Est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Est-ce que ça, puisque c'est une couche ultérieure? Oui, Je ne d'accord. sais pas. Je vais répondre, oui. Alors, tu as tout à fait raison de rappeler l'importance de cette époque-là, avec la réforme du cadastre de 297, qui a des effets sur l'appropriation et sur la forme de la propriété qui est évidente. Et cette réforme cadastrale donne naissance à une jurisprudence, ou plus exactement à une législation, plus qu'une jurisprudence, à une législation importante de tous les empereurs du IVe et du début du Ve siècle, que le Code théodosien puis ensuite le Code de Justinien vont compiler et rassembler. Oui, tu as eu raison d'insister là-dessus, je n'en ai pas parlé, parce que pour la première fois, dans des textes de loi, autrement dit, dans des textes législatifs et dans des textes qu'on a, parce que ces codes, nous les ont compilés et nous les ont transmis, on commence à voir apparaître du pluralisme. Mais regardez, le pluralisme n'apparaît véritablement qu'à la fin, l'extrême fin du monde romain. N'oubliez pas que, ça me permet de faire une incise, n'oubliez pas que quand le droit romain se fixe, c'est en 536, entre 529 et 536, quand Justinien publie son immense somme, le digeste, le code, les institutes, etc., enfin toutes les nouvelles et les novelles. Donc quand Justinien publie son immense œuvre législative, on est en 536. Moi, j'adore toujours dire que c'est 50 ans après la chute de l'Empire romain. Le droit romain est un droit qui apparaît 50 ans après la chute de l'Empire auquel il est censé s'appliquer. Bon, j'exagère un peu, je caricature un petit peu en disant ça, parce que il y a une part. Non, mais il y a une part de rétrospective. On peut faire une lecture rétrospective. Mais c'est intéressant de voir que la notion, le droit romain tel que nous le pratiquons, n'existe pas à l'époque de Rome. C'est largement un droit postérieur. Mais tu as raison, à partir de Dioclétien et ensuite de la législation des empereurs, les choses commencent à Et on introduit de la pluralité. Oui, parce que à ce moment-là se pose la question des territoires militaires. Étant donné qu'on doit intégrer des quantités de barbares par des traités, par des assimilations plus ou moins bien conduites, mais enfin, il y a beaucoup de choses qui se font de façon pacifique. La plupart des invasions barbares sont en fait des migrations plus ou moins bien gérées, et qui donnent lieu à de la matière juridique. Quand on se met à gérer tout le nord de l'Europe de l'Ouest par des tractus, de la Bretagne jusqu'à la Frise, en repassant par les champs d'écumates, etc. Quand on crée des prépositurae, quand on crée des préfets, quand on crée plein de statuts particuliers, à chaque fois, il y a un droit particulier. Donc oui, on crée un véritable droit particulier. Quand on dit à des cités, comme par exemple la cité d'Autun, relevée par l'empereur Constantin, etc., quand on dit dans ces cités-là, eh bien, vous n'avez plus assez d'écurions, c'est-à-dire de magistrats municipaux, on va en faire venir d'une autre région et on va les installer là, obligatoirement, de force.
contraintes. On va les installer là pour renforcer votre corps civique qui est défaillant. Ou bien on va vous donner des chamas ou des frisons pour cultiver vos champs. Vous pensez bien que les chamas et les frisons qu'on installe, on va pas leur donner exactement le même droit. Ce sont des déditistes la plupart du temps. C'est un statut. On va leur donner un droit particulier. Donc oui, le pluralisme s'installe véritablement. Enfin, on en prend conscience à ce moment-là. D'accord. C'est quelque chose qui aurait dû faire réfléchir les juristes. Oui. Et ma deuxième question, c'était est-ce qu'il y a un lien entre le droit et la forme de l'espace? Donc, parce que tu as montré des cartes où tu voyais, donc, semble-t-il, on revient. Oui. Morphologie. Alors, est-ce que ça renvoie? Est-ce qu'on peut... Oui. Ou est-ce que c'est plus complexe? C'est plus complexe, mais je peux résumer. Merci pour la question. C'est beaucoup plus complexe, mais je peux résumer très, très brièvement à coup de serpe, hein, pour laisser de la place à la suite. Au XIXe siècle, on était persuadé qu'il y avait un rapport morpho-fonctionnel, qu'il y avait un rapport entre la forme et la fonction, autrement dit entre le droit et la forme. Par exemple, les premiers qui ont écrit sur le droit et les paysages, les formes, les parcellaires, les Allemands par exemple, au XIXe siècle, pensaient que ce qui était romain était carré, ce qui était germanique était rond, ce qui était etc. était elliptique. Enfin bon, chacun choisissait sa forme. Et j'ai vu un jeu, voilà. Donc, on peut tout imaginer. On est complètement revenu de cette idée, mais elle a persisté longtemps. Elle a persisté longtemps dans l'historiographie. Moi, quand j'ai fait mes premières classes et quand j'apprenais le métier, au début, que je lisais l'histoire de la France rurale de Duby et Vallon et que je lisais le texte sur la Gaule romaine, eh bien, je lisais que toute la Gaule avait été centuriée, c'est-à-dire qu'elle avait été quadrillée par la centuriation romaine. Inutile de vous dire que en 45 ans de travaux sur la centuriation romaine, j'en suis largement revenu et que il y a beaucoup, infiniment moins de centuriation que ce qu'on a bien voulu dire. Autrement dit, il y a un reflux. Maintenant, il faut reprendre le problème, et j'en terminerai là, il faut reprendre le problème à partir des catégories du droit que je mets en place. Maintenant, il faut reprendre catégorie par catégorie, et il y en a des dizaines, reprendre le rapport avec les paysans. Quand, par exemple, les arpenteurs nous disent il y a un ager divisus et assignatus, c'est-à-dire un territoire divisé et assigné aux colons, oui, on est en droit de chercher une forme spécifique. Mais après, on la trouvera ou on ne la trouvera pas. Ça, c'est les archéologues qui vont nous le dire, ou les archéogéographes. On la trouvera ou on la trouvera pas. Parce que vous savez ce qu'il en est des projets. On peut bâtir un projet, décider de faire quelque chose et ne pas réussir à le faire. Un projet peut voir le jour, mais aussi peut ne pas voir le jour. Est-ce qu'on peut avoir, par exemple, deux droits différents et deux formes équivalentes? Oui, bien sûr. Dans un ager divisus et assignatus, tu vas avoir le cœur du système qui sera donné aux colons, et selon le statut de ces colons, ils auront tel droit. Mais dès qu'on va atteindre les marges, on arrive dans le fameux droit des successives, et ça y est, on est dans un autre champ juridique. Avec des systèmes de location de longue durée, avec des locations perpétuelles, avec la fameuse loi d'Adrien sur les terres qui sont restées 10 ans incultes, etc., etc. Et donc toute une série de changements. Non, ça devient très compliqué, mais ça devient du coup beaucoup plus près des réalités. Le monde par nature est compliqué. Si vous permettez, on a une question à distance, mais je la vois là, je ne la vois pas sur l'autre ordi, je m'excuse. On en a même deux. Voilà, donc, Cyril Connor vous demande. Merci pour cette conférence. Question de profane totale. On parle aujourd'hui de communs négatifs, de sites pollués, de sites sacrifiés, nucléaire, sol pollué, etc. Y a-t-il des situations dans le droit romain qui pourraient nous informer sur ces problématiques que l'on pense modernes? Non, de commun. Non, je ne connais pas de situation qui correspondrait à ce que on appelle effectivement aujourd'hui des communs négatifs.
tout simplement parce qu'on est dans des situations, dans des sociétés pré-industrielles, et que donc on n'aura pas les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui, par exemple avec des pollutions qui remontent à un siècle et qui ne donnent leurs effets négatifs, voire dramatiques, qu'aujourd'hui. Quand on découvre aujourd'hui qu'on a construit des quartiers urbains sur des carrières et que ça s'effondre, ou qu'on découvre qu'un site d'industrie chimique crée aujourd'hui des pollutions alors qu'il y a une école ou une maternelle dessus, effectivement, on a un commun négatif. Mais on n'a pas, bon, il faudrait que je fasse une recherche parce que je ne me suis pas vraiment posé cette question de façon précise, mais à ma connaissance comme ça, on n'a pas tout à fait... Je n'ai pas la perception de la pollution. Voilà, on n'a pas la perception de la pollution à cette époque. C'est pas comment dire, les droits actuels, les droits de l'environnement, les droits issus de ce qu'on appelle le droit de l'environnement sont quelque chose de radicalement nouveau et de très extensif. L'autre question? Madame, oui, si vous voulez parler ici, là, voilà, dans le micro, là, voilà. Oui. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ces apports extrêmement riches et précieux, me semble-t-il, enfin, de mon point de vue disciplinaire. Alors, moi, j'avais une question, c'est concernant une loi très récente qui est la loi climat et résilience, et la notion de zone artificialisation nette qui est dans cette loi, et notamment les premiers décrets qui sont sortis sur les catégories des surfaces artificialisées. Je voulais savoir si vous, c'est quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler, si c'est quelque chose qui attire votre réflexion sur notamment ces lieux de résistance et ces lieux de contradiction, en tout cas ces espèces d'antres sur lesquels vous travaillez par rapport à cette grande figure. Alors, et la deuxième question, c'était un petit peu si vous avez, parce que je trouve assez peu d'éléments sur la notion de res nullius in bonis, sur laquelle a travaillé Yann Thomas. Oui. Et voilà, c'était si vous avez peut-être, je sais pas. Bon, alors, à la première question, et notamment sur les catégories de la loi climat et résilience, personnellement, je ne travaille pas dessus, mais je participe aux travaux du groupe foncier de l'Académie d'agriculture, et dans ce groupe foncier, sous la direction d'un juriste qui est membre de l'Académie et en même temps magistrat en service extraordinaire à la Cour de cassation, on travaille notamment sur cette loi climat et résilience. Et donc, dans quelques temps, nous allons produire un rapport et on aura des éléments sur cette loi. Restez en contact avec moi pour que je puisse vous informer des avancées et notamment s'il y a des textes émanant de membres du groupe qui circulent et qui sont publics, je me ferai un plaisir de vous les diffuser. Vous avez vu mon adresse mail, voilà. Je me ferai un plaisir de vous les diffuser du moment qu'ils sont publics et je vous donnerai le rapport final parce que effectivement on a une avocate spécialiste de cette question en milieu urbain qui est venue nous en parler, mais très honnêtement c'est pas mon angle d'attaque. Deuxième question, res nullius in bonis, et notamment le travail de Thomas, de Yann Thomas. Alors d'abord, j'ai égratigné beaucoup de juristes pour les raisons que j'ai argumentées, mais vous vous doutez bien que je les lis et que j'en reconnais la qualité de leurs travaux. Et Yann Thomas fait partie des juristes parmi les plus pointus, parmi les plus intéressants à lire. Alors, je vais répondre un petit peu en bottant en touche, mais d'une façon argumentée. Je botte en touche, pourquoi? Parce que je suis intéressé, mais insatisfait par les travaux des juristes qui réfléchissent sur les catégories du droit romain, et notamment sur la catégorie des choses dites nullius in bonis, les choses nulles en bien, dans la mesure où ils ne vont chercher leur argumentaire que dans le seul corpus de droit romain. Le jour où ils intégreront les 1000 articles de droit agraire et qu'ils diront oui, mais c'est plus compliqué que ça parce que Schucker nous a appris ou nous a mis sous les yeux la situation et donc je raisonne sur les res nullius in bonis de la façon suivante. Donc, vous savez ce qui va se passer? Il va se passer une réduction incroyable des catégories. Ils vont dire ah oui, mais ce qu'on a dit là, ça ne concerne que ou ça doit être revu à l'aune de et ainsi de suite. Donc moi j'attends que ce travail soit fait. Et comme je ne suis pas juriste, c'est pas à moi à écrire les livres de droit foncier, d'histoire du droit foncier. J'attends
Donc, probablement que j'attendrai longtemps, que je ne verrai pas ça, mais ça fait partie des choses. Vous voyez. Ceci dit, Yann Thomas est quelqu'un qu'il faut lire. J'ai une petite question, c'est un peu étrange comme concept. Oui, c'est étrange comme concept. On se prosterne devant le micro. C'est pas nécessaire. Ça va, ça a l'air d'être du bon matériel. Donc oui, c'était une question plutôt sur la deuxième partie de votre exposé. Je me demandais, donc en tant que profane et par curiosité, comment l'institution européenne se positionne par rapport à cette dynamique où on a l'impression que malgré tout, il y a quand même une augmentation des cas peut-être qui tendent vers la territorialité. Du coup, voilà, est-ce que l'institution accompagne? Est-ce qu'elle crée elle-même de la fragmentation? Voilà, comment ça fonctionne, cette machinerie européenne, sur cette problématique foncière? Merci. Alors, le travail de l'institution européenne n'est pas d'amplifier les exceptions régionales qui se constatent un peu partout en Europe. Elle les prend en compte, bien entendu, puisque c'est une réalité du droit. Mais en revanche, ce qui est très important, c'est de réaliser combien l'institution européenne ajoute une couche supplémentaire normative en créant le droit communautaire, qui est un droit qui s'applique à tous les États qui ont décidé d'adhérer à l'Europe et qui, normalement, vous connaissez l'expression, doit être retranscrit dans le droit national, dans le droit territorial de l'État en question. Et on sait très bien que, selon les cas de figure, les retranscriptions se font plus ou moins vite. Il y a des États qui traînent les pieds pour retranscrire certaines normes européennes. Donc, l'institution européenne, elle rajoute plutôt une couche de droit normatif, harmonisé, et qui est essentiellement très généraliste, droits de l'homme, droits de l'environnement, toute une série de respects, enfin de choses à respecter, et qui s'imposent désormais, mais qui, sur le plan de la gestion des conflits de droit à l'intérieur de chaque territoire, devient très compliqué, parce que désormais, au début, moi, la première fois que j'avais entendu ça, il y a de cela quelques dizaines d'années, j'étais très stupéfait, ayant une vision juridique assez étroite, très franco-française. J'étais très étonné qu'un citoyen français puisse porter plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme contre l'État ou contre sa région ou contre un département, etc., pour contester une norme. Je me dis, mais il y a un entrechoc là de jurisprudence. Ben non. C'est parce qu'il y a cette couche normative très sommitale qui est importante. Donc, le droit se fait là. Le droit se fait... et tant que des États décident d'adhérer et souhaitent continuer à adhérer à l'Europe, eh bien, ils vont être obligés de plus en plus de respecter cette couche sommitale. Alors après, bonjour les complexités, au fur et à mesure qu'on va aller vers des droits régionaux. Moi, je ne l'ai pas dit, mais je pense que l'exemple historique de l'Alsace-Moselle va faire tâche d'huile. Viendra un moment où on va avoir des Basques qui vont dire nous voulons que dans la loi soit incluse telle et telle disposition. On aura des Savoyards, on aura des Bretons, des Franc-Comtois, etc. qui seront tentés de proposer. Et si un jour on donne compétence législative à la région dans tel ou tel domaine, on verra fleurir des droits régionaux qui vont s'ajouter aux droits nationaux, aux droits européens et aux droits internationaux comme les droits de l'homme, etc. Enfin, vous voyez, toute une série de grandes... ça devient très compliqué. Par exemple, les biens sectionaux dont j'ai parlé, vous savez qu'en France, le gouvernement et les deux chambres parlementaires, Sénat et Chambre des députés, sont plutôt contre. Ils essaient de les réduire et de les supprimer. Mais quand on voit combien ils sont valorisés dans les pays voisins, il est possible que ça fasse tache d'huile. Actuellement, vous avez une équipe de droit, l'équipe de l'Université de Savoie, qui travaille sur les biens, sur les aspects juridiques des biens communs et qui veut les relancer, qui veut les refonder dans un objectif de développement durable, avec de tout autre objectif que ceux qu'ils avaient au Moyen Âge, c'est-à-dire de les utiliser cette fois-ci pour faire du développement durable, de la lutte contre le dérèglement du climat,
cinéma, etc., etc. À ce moment-là, vous comprenez, ça prend une toute autre tournure et des vieilleries en termes d'institutions peuvent soudain retrouver une nouvelle jeunesse. Et si jamais il y a une norme européenne qui paraît, la France serait peut-être un jour tenue de la respecter.